Le 19e train de sanctions, le 19e paquet de sanctions du bloc occidental contre la Russie est entré en vigueur. Écoutez ce qu'on dit dessus. Ce 19e paquet de sanctions anti-russes, qu'est-ce qu'il comprend ? Bonsoir Adrienne, tout à fait. Aujourd'hui, l'Union européenne a approuvé le 19e paquet de sanctions. Je rappelle qu'on s'attendait à ce qu'il aurait été annoncé lundi le 15 septembre, comme l'a promis Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. Mais ce paquet n'a été annoncé qu'aujourd'hui. Je rappelle que le 18e paquet de sanctions anti-russes a été annoncé il n'y a que 2 mois, donc ça avance vite à Bruxelles. Mais revenons au contenu du 19e paquet de sanctions. Des gens se demandent bien qu'est-ce que le 18e paquet a fait comme mal à la Russie. Voilà maintenant qu'ils introduisent un 19e paquet de sanctions. Est-ce que ça aura même le résultat qu'ils cherchent là? Est-ce que ce n'est pas simplement l'obsession ou l'obstination? Je ne sais pas. Tout d'abord, le prix plafond du pétrole russe a baissé à 47,6 $ le baril. L'Union européenne impose des sanctions à 118 navires de la flotte dite flotte fantôme soupçonnés de transporter du pétrole russe. Une interdiction totale des transactions avec 2 sociétés russes, Gazprom Neft et Rosneft, est proposée. Parmi autres restrictions, nous avons que l'Union européenne prévoit d'interdire les importations de gaz naturel liquéfié russe sur les marchés européens d'ici le 1er janvier 2027. Des sanctions contre les entreprises de pays tiers, dont la Chine qui commerce avec la Fédération de Russie. Et donc finalement, ils ont obéi à l'oncle Sam. En se sanctionnant d'abord eux-mêmes, c'est-à-dire en se privant d'un certain nombre de trucs, pour pouvoir motiver les États-Unis à intervenir plus dans l'amplification de cette guerre. Pour l'instant, tout ce qu'elle est en train de dire concerne principalement le pétrole. Ok, on poursuit un peu l'argumentaire. De nouvelles restrictions à l'exportation de biens de technologie utilisés par la Russie sur le champ de bataille. La Commission européenne va également... Attendez une seconde, j'ai bien entendu ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que le bloc occidental interdit l'utilisation de certaines technologies sur le champ de bataille. Déjà, quand ils ont parlé de baisser le prix du baril de pétrole russe, je ne sais pas si c'est possible. En fait, on pourrait croire que le prix du baril de pétrole est global, donc c'est fixé de manière globale. Mais en réalité, il existe des mécanismes pour pouvoir cibler certains flux spécifiques de prix de baril de pétrole. Et c'est même d'ailleurs la Russie qui a découvert ça avec le cap du G7. Le baril de pétrole brut peut être échangé sur la place mondiale, c'est-à-dire Brent, WTI, Dubaï et j'en passe. Ces prix servent principalement de référence internationale. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les différentiels, les discounts. En gros, chaque pays vendeur applique ensuite volontairement un rabais ou alors une prime en fonction de la qualité du brut qu'ils vendent. En fonction aussi de la logistique qu'ils ont besoin de déployer et globalement du risque politique. Par exemple, l'Arabie Saoudite vend parfois son pétrole à un prix légèrement différent de celui du monde. Donc oui, il existe un prix global, mais chaque exportateur peut vendre à un prix spécifique. Si moi je dois dépenser beaucoup d'argent pour sécuriser par exemple mes zones pétrolières, je vais forcément vendre mon baril un peu plus cher que quelqu'un qui l'a déjà sécurisé. Pareil, si j'ai des infrastructures à construire ou que j'ai construit d'énormes infrastructures, je vais vendre un peu plus cher. Alors, quand ils baissent le prix du baril du pétrole russe, ce n'est pas en fixant directement le prix sur le pétrole mondial, mais c'est en interdisant aux entreprises occidentales, aux banques, aux assureurs, aux transporteurs maritimes, etc., de participer à des cargaisons de pétrole russe qui vont au-delà de ce prix. Vous voyez le truc? Donc, une fois de plus, c'est eux qui sont en train de sanctionner en faisant comme s'ils sont en train de sanctionner la Russie. Comme 90% de l'assurance maritime mondiale est dominée par des compagnies occidentales, Londres, New York, j'en passe, la Russie est un peu contrainte de trouver d'autres moyens pour pouvoir transporter son pétrole si elle veut pouvoir dépasser ce prix. Et c'est pour ça qu'il y a donc le concept des navires fantômes. Mais ça me fait rire quand ils ont encore parlé de réduire le nombre de navires fantômes. Vous dites que ce sont des navires fantômes dont techniquement vous ne connaissez pas leur quantité. Vous allez réduire un nombre que vous ne connaissez pas sur la base de quoi? En fait, ça me fait doucement rire. Sans parler du fait que là, le transport du pétrole russe passe désormais par plein d'autres couloirs qui ne sont plus dirigés par le bloc occidental. En tout cas, vous comprenez que c'est une sanction sélective qui ne s'applique qu'au flux de transport du pétrole russe. Alors, théoriquement, pourquoi est-ce que les 45 $ qu'elle a dit, c'est possible? Mais c'est très, très compliqué d'appliquer ça. C'est pour ça que je pense que c'est plus des sanctions médiatiques que réelles. C'est hyper compliqué d'appliquer ça. En théorie, les pays occidentaux peuvent décider de baisser le prix du baril de pétrole à 45 $.
Cela oblige toutes les compagnies occidentales à n'aider la Russie que si elle vend en dessous de ce seuil. Le problème, c'est que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas une loi physique. C'est une loi du marché. C'est une contrainte juridique, logistique, imposée par l'Occident. Et la Russie va continuer de faire ce qu'elle a fait depuis le début des sanctions, c'est-à-dire réagir en contournant. La flotte fantôme, là, on revient encore dessus. On parle d'une flotte fantôme de pétroliers, sans assurance occidentale, pas besoin, et simplement en se tournant vers les pays comme la Chine comme client, vers l'Inde, vers la Turquie. Et résultat, elle vend souvent à un rabais, certes. C'est une situation de crise, ils gèrent comme ça, mais c'est loin d'atteindre les $45 imposés par le bloc occidental. C'est beaucoup plus que ça. Donc je me demande comment est-ce qu'ils vont empêcher la Chine d'acheter le pétrole russe. Je me demande comment est-ce qu'ils vont empêcher l'Inde ou la Turquie d'acheter le pétrole russe. Mais ces cas se croient même où? Sur le pétrole russe, on a même d'autres informations. Joker pétrolier. Écoutons ça. Le pétrole russe, une épine dans le pied de Trump ou plutôt un joker dans sa manche? Alors que Bruxelles pousse pour durcir les sanctions contre Moscou, Trump, lui, brandit la carte énergétique. Vous voulez punir la Russie? Très bien. Mais d'abord, arrêtez de remplir son porte-monnaie. Je suis prêt à faire encore plus, mais pas lorsque les gens pour lesquels je me bats achètent des hydrocarbures russes. Difficile de répondre à ça, car oui, l'Europe reste accrochée aux hydrocarbures russes. Moins qu'avant, certes, mais toujours trop pour claquer la porte. Au deuxième trimestre 2025, l'Union européenne a acheté pour 1,75 milliard d'euros de pétrole russe. Parmi les acheteurs figurent la Hongrie et la Slovaquie, les mêmes qui continuent d'importer du gaz russe par pipeline. Et côté gaz liquéfié, la France, la Belgique ou encore l'Espagne en importent toujours. Dans l'ombre des déclarations de Trump, Bruxelles veut accélérer la rupture. C'est l'un des objectifs de ce 19e paquet de sanctions contre la Russie. Parmi les nouvelles mesures, l'interdiction de transactions avec Rosneft et Gazprom Neft, un plafonnement du prix du brut à 47,60 $ et un objectif affiché, sortir totalement du gaz liquéfié russe. L'économie militaire russe est soutenue par les revenus provenant de la vente de combustibles fossiles. Nous voulons réduire ces revenus. C'est pourquoi nous interdisons l'importation de GNL russe sur les marchés européens. Il est temps de fermer le robinet. Mais couper le robinet du jour au lendemain, pas si facile. La Hongrie et la Slovaquie dépendent à près de 80% du pétrole russe. Et ils ne sont pas vraiment enthousiastes à l'idée de changer de fournisseur sans plan B. Sans alternative viable, il est inutile de discuter des moyens de réduire la dépendance aux carburants russes, car cela créerait des problèmes de sécurité de l'approvisionnement. Le gouvernement hongrois n'acceptera jamais une solution qui mettrait en péril la sécurité de l'approvisionnement de la Hongrie. Puisque l'Europe continue d'acheter, Trump ne voit pas pourquoi il devrait sanctionner la Russie. Pratique. Mais le pétrole russe ne sert pas seulement à embarrasser l'Europe. Il s'inscrit dans une stratégie plus vaste, celle d'un bras de fer économique entre les États-Unis, la Chine et l'Inde. Et Trump a trouvé son bélier, l'Union européenne. Littéralement, hein. Il se sert de l'Union européenne comme bélier pour pouvoir foncer sur ses ennemis stratégiques. S'ils introduisaient des sanctions à titre d'exemple, ou des tarifs douaniers, appelez ça comme vous voulez, s'ils faisaient ça à la Chine, je pense que la guerre pourrait se terminer. Et on connaît tous très bien l'obsession de Donald Trump pour la Chine. Le fait que depuis des années, sa politique se axe sur le fait de nuire à la Chine. Parce que pour lui, le véritable danger, c'est la Chine. Parce que la Chine est devenue première puissance mondiale économique. La Chine est de loin le plus grand acheteur du pétrole russe et je crois qu'ils ont aussi d'autres leviers sur la Russie. La preuve que le monde peut très bien faire sans le bloc occidental. Pour rappel, la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. La Chine et l'Inde, à eux deux, c'est 2,5 milliards d'habitants. Vous imaginez que vous avez un marché de 2,5 milliards de personnes que vous devez servir, aider au transport, nourrir, loger, éduquer. 2,5 milliards. Le bloc occidental, c'est 700 millions de personnes. Le marché ne se trouve même pas chez eux. Message reçu à Bruxelles. Le 19e paquet ne vise plus seulement la Russie, mais aussi ses clients. Nous nous en prenons désormais à ceux qui alimentent la guerre de la Russie en achetant du pétrole en violation des sanctions. Nous visons les raffineries, les négociants en pétrole, les entreprises pétrochimiques dans des pays tiers, y compris en Chine. Mais tout le monde ne se laisse pas dicter sa conduite. La Chine l'a déjà dit, elle agira selon ses intérêts nationaux et pas sous la pression. Quant à l'Inde, selon Bloomberg, il ne compte pas lâcher le pétrole russe.
Pire pour Washington, Pékin veut acheter plus d'hydrocarbures russes. Lors de la visite de Vladimir... Punissez-les, on achète plus. On va acheter beaucoup plus. Comme je dis, c'est difficile de se présenter comme étant un poids lourd économique quand on se rend compte que le marché est infiniment supérieur d'un côté et pas de l'autre. 2,5 milliards de personnes à servir contre 700 millions de personnes à servir. Vous-même, vous aurez choisi quel marché? À Poutine et Pékin, les deux pays ont relancé le projet Force de Sibérie 2, un méga gazoduc capable d'acheminer jusqu'à 50 milliards de mètres cubes par an vers la Chine. Waouh! Le chiffre m'a choqué, c'est pour ça que j'ai mis une pause. On continue. Wow. Le plus grand projet énergétique jamais signé. Un pacte énergétique, mais aussi géopolitique. La stratégie de Trump est claire. Avant de demander des sacrifices à l'Amérique, l'Europe doit prouver sa loyauté. Ce qui surprend, ce n'est pas la fermeté de Trump, c'est que l'Europe accepte encore de jouer ce rôle en sacrifiant ses propres intérêts nationaux. Et ils vont continuer de sacrifier parce que c'est leur seul moyen de rester en place en réalité. Donc ils vont continuer de simplement suivre ce que les États-Unis vont dire. Ils l'ont toujours fait. Ils auront beau bouder, râler, se plaindre, se coucher, pleurer. Ils vont se lever et aller agir comme les États-Unis ont dicté. Point à la ligne. On poursuit avec les sanctions. Renforcer les contrôles à l'exportation pour les industries russes, indiennes et chinoises. Aussi, Ursula von der Leyen a annoncé aujourd'hui que pour la première fois, les restrictions affecteront les plateformes crypto et les crypto-monnaies. Écoutons. We're targeting the financial loopholes. Nous visons les failles du système financier que la Russie utilise pour contourner les sanctions. Nous imposons l'interdiction des transactions à d'autres banques en Russie et à des banques dans des pays tiers. Nous intensifions nos mesures de répression contre le contournement des sanctions puisque les tactiques d'évitement deviennent de plus en plus sophistiquées. Nos sanctions s'adapteront pour garder une longueur d'avance. Par conséquent, pour la première fois, nos restrictions frapperont les plateformes de crypto-monnaies et interdiront les transactions en crypto-monnaie. En fait, vous ne redoublez pas d'ingéniosité, vous ne redoublez pas de vigilance quand il s'agit de bien traiter les gens, quand il s'agit de faire en sorte que vos populations soient moins touchées par les sanctions, quand il s'agit de réellement organiser la paix, mais vous redoublez de vigilance et d'ingéniosité pour sanctionner. Des sanctions qui ne marchent pas et qui ne marcheront pas. Bravo! Nous incluons dans la liste les banques étrangères liées au système de paiement alternatif russe et restreignons les transactions avec des entités dans les zones économiques spéciales. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a ajouté que l'Union européenne entend poser des mesures restrictives à l'encontre du système de paiement russe MIR, ce qui veut dire la paix ou le monde, un système qui a été créé en 2014 après les premières sanctions anti-russes. Je rappelle que ce système n'a jamais été reconnu par l'Occident et Est-ce que l'Occident est obligé de reconnaître ça? Le SMIR, là, c'est un système qui fait exactement le même travail que le SWIFT. Donc, ça permet de gérer les transactions bancaires et le flux financier international. C'est utilisé par les pays des BRICS, c'est utilisé par ceux qui l'ont validé et ça n'a absolument pas besoin de la validation ou de la permission de l'Occident. Donc, le fait qu'ils ne le reconnaissent pas, c'est leur problème. On parle de milliards de transactions chaque jour. Qu'ils l'acceptent ou pas, ça change quoi? De toute façon, eux, ils n'acceptent rien tant que ça ne va pas dans leur sens. On peut utiliser ce système que sur les territoires russes et biélorusses. Selon Ursula von der Leyen, dans son discours d'aujourd'hui, elle a dit que les sanctions sont un outil efficace de pression économique sur la Russie et que Bruxelles continuera à les utiliser jusqu'à ce que la Russie vienne à la table des négociations avec l'Ukraine pour une paix juste et durable. Mais je crois que nous tous avons été des témoins des déclarations de Vladimir Poutine où il disait que la Russie était ouverte aux négociations, qu'elle était prête à rencontrer Volodymyr Zelensky. Il l'a même invité 2 fois à Moscou. Je propose de ne pas oublier, surtout à Ursula von der Leyen, que le Kremlin, ce que disait toujours Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe, le Kremlin n'accepte pas les ultimatums. Et donc cette politique des sanctions anti-russes ne marche pas vraiment. Dans le cadre du 19e paquet de sanctions, Bruxelles a aussi proposé d'utiliser les avoirs russes gelés pour garantir des prêts à l'Ukraine. Écoutons. Parallèlement, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle solution pour financer les efforts de défense de l'Ukraine. Elle porte sur les actifs russes gelés.
Comme d'habitude, voler l'argent des autres pour alimenter vos trucs. Voler l'argent des autres pour alimenter vos trucs. Et vous présenter comme étant les héros. Soyons clairs, c'est la guerre de la Russie. Bien sûr, bien sûr. C'est la guerre de la Russie. Quel discours facile. Et le responsable doit en payer le prix. Avec les liquidités liées à ces actifs russes, nous pouvons accorder à l'Ukraine un prêt en guise de réparation. Vous savez que vous allez rembourser tout ça dans le moindre centime. Les autorités russes l'ont dit. Vous allez rembourser le moindre centime que vous avez utilisé pour envoyer en Ukraine. Là. D'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, ça va être remboursé. Parce que là, vous le dites, vous faites des grandes déclarations, vous faites les mignons, les beaux, les belles, et vous pensez que vos actes seront impunis. Sauf qu'en face, vous êtes tombé devant Bao. Et ce sera compliqué. Parce que la supériorité militaire sur le terrain qu'a actuellement la Russie ne peut être compensée par vos différents discours. On parle des gens qui prétendent vouloir la paix. Chaque jour, c'est eux qui augmentent l'argent pour poursuivre la guerre. On veut la paix, on veut la paix. Les actifs eux-mêmes ne seront pas touchés et le risque devra être partagé. L'Ukraine ne remboursera le prêt qu'une fois que la Russie paiera les réparations. Derrière, avant l'annonce du contenu du 19e paquet de sanctions anti-russes, on a entendu dire que l'interdiction des visas Schengen aux citoyens russes figurait dans ce paquet. Mais Ursula von der Leyen n'a rien dit à ce sujet. Qu'en sait-on exactement ? Tout à fait. La Commission européenne a décidé de ne pas inclure les restrictions en ce qui concerne la délivrance des visas Schengen aux citoyens russes. Auparavant, pendant une dizaine de jours, cette information circulait dans les médias occidentaux, mais la Commission européenne, à son tour, a exclu une interdiction totale des visas pour les Russes. Ici, il faut dire que quelques mois après le début de l'opération militaire spéciale, c'était en septembre 2022, qu'il y avait déjà les restrictions de la part des pays de l'Union européenne. Septembre 2022 ou février 2022. Pas grave. En ce qui concerne la délivrance des visas, aussi plusieurs pays ont refusé de délivrer des visas. Mais quand même, il y a toujours les pays qui le font. Et parmi donc les 3 principaux pays ayant délivré le plus des visas Schengen aux citoyens russes, il y a l'Italie, la France et l'Espagne. Et aussi, je voudrais ajouter quelques mots sur la totalité des sanctions imposées contre la Russie. N'oublions pas que la Russie est le pays le plus sanctionné au monde depuis 2014. Plus de 30 000 sanctions ont été introduites contre la Fédération de Russie. La dernière fois qu'on avait écouté le chiffre, c'était à plus de 28 000 sanctions. Là, ça a déjà dépassé les 30 000 sanctions. 30 000 sanctions, malgré 30 000 sanctions, le pays continue de tourner. Mais il s'obstine encore. En attendant, avec ces 30 000 sanctions, c'est l'Europe qui est en décrépitude constante. Mais il s'obstine encore. Première sanction à cause du début donc de la guerre dans le Donbass. Le plus grand nombre de restrictions a été introduit par les États-Unis, le Canada et la Suisse. Les États-Unis qui prétendent ne pas vouloir la guerre aussi. Avec un Donald Trump qui se présente comme le sauveur de l'humanité, celui qui doit recevoir le prix Nobel de la paix. Malgré tous les grands discours, je vous avais bien fait comprendre que ces gars ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Parce que la première chose qu'il aurait dû faire, c'est retirer les sanctions là, pour montrer à quel point ils sont de bonne foi. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? La raison officielle et institutionnelle déjà, c'est le Congrès américain. Aux États-Unis, ce n'est pas simplement le président qui décide. Depuis 2017, une loi empêche un président de lever de manière unilatérale les sanctions contre Moscou sans l'accord du Congrès. Il y a déjà ça qui compte. Mais vous allez remarquer qu'il n'est pas particulièrement pressé ou il ne met pas particulièrement de pression sur le Congrès pour pouvoir gérer ça. D'autant plus que je pense que c'est le parti de Trump qui est majoritaire au Congrès américain. Donc, techniquement, là, il devrait pouvoir chauffer 2-3 personnes pour que les choses s'activent. Au moins, les votes se font et il échoue. On est d'accord là-dessus. Mais il ne le fait pas. Au moins, voilà déjà une première explication. C'est le Congrès américain. Il y a aussi le fait qu'il refuse de retirer les sanctions dans les raisons officielles parce que ça va entacher son image publique. Retirer les sanctions serait vu comme étant une capitulation, un abandon devant Poutine. Le fait de s'être mis à genoux devant Poutine, ce qui va ruiner en fait sa crédibilité politique face aux médias et à tous ses opposants. En fait, ce serait ouf. On va se verser sur lui littéralement. Au-delà des raisons officielles, il y a maintenant les raisons stratégiques. La carte des négociations. Garder les sanctions permet d'avoir une monnaie d'échange. C'est un peu comme des prisonniers. Ce qui veut dire que les lever d'un coup, une fois,
comme ça, va priver Washington d'un levier diplomatique. Vous comprenez aussi fatalement que les sanctions, ce n'est pas simplement contre la Russie, vu que la Russie est dans le continent eurasiatique. C'est aussi pour les États-Unis de forcer l'Union européenne à s'aligner sur les États-Unis en matière énergétique ou alors en matière militaire. Et vous l'avez vu encore une fois de plus, les Européens se sont couchés face aux exigences américaines. Maintenant, un argument un peu plus caché, c'est le Deep State, l'État profond américain. Même si Trump le voulait, parce qu'il a la majorité au Congrès, parce qu'il a la volonté, parce qu'il n'a pas peur que son image soit bafouée, parce qu'il n'a pas peur, ou du moins il n'aurait pas peur, ce qui n'est pas le cas, il n'aurait pas peur d'être traîné dans la boue par les médias et qu'on le traite de tous les noms face à Poutine. Il existe un réseau permanent, composé d'agents de la CIA, d'agents du Pentagone, de grandes familles américaines, de grandes familles d'armement, de grandes familles de banques, de réseaux entiers et j'en passe, qui vivent pleinement et qui s'enrichissent massivement des tensions avec la Russie. Donc, lever ces sanctions d'un coup, va en fait directement menacer les intérêts du deep state financier et leur pouvoir. Ils ne peuvent pas accepter ça. N'oublions pas qu'on parle des gars qui pensent la société américaine depuis les années 70. Et eux, ils n'ont pas de limite de mandat. Ils ont des ressources terribles. Après, ces gars-là, on peut aussi penser aux lobbyistes du pétrole et du gaz. Maintenir les sanctions contre Moscou permet aux compagnies américaines de vendre leur gaz liquéfié, le GNL, beaucoup plus cher à l'Europe, ce qui renfloue leur poche. Donc, si Trump levait les sanctions, l'Europe va à nouveau acheter massivement le gaz russe, ce qui va ruiner ou alors grandement diminuer l'argent, les intérêts, les bénéfices des géants américains de l'énergie du pétrole. Et ça ne va pas plaire aux actionnaires. On peut aussi penser aux banques et aux dollars parce que les sanctions obligent les pays à passer par le système financier américain. Donc, ça maintient le dollar au centre du commerce mondial. Retirer ces sanctions, c'est laisser la Russie et ses alliés comme la Chine détester d'autres monnaies, le yuan, le rouble, l'or, etc. Et les États-Unis ne veulent pas ça. Trump veut bien critiquer l'OTAN ou bien dire qu'il aime Poutine. Mais en réalité, il est obligé de jouer un double jeu. Il n'a pas d'autre choix. Donc, discours de paix à sa base électorale, mais maintien de sanctions de l'autre côté pour pouvoir satisfaire les élites financières et militaires dont il en fait partie. Et on peut aussi imaginer un Donald Trump que même s'il voulait sincèrement la paix, il ne pourrait tout simplement pas avoir la liberté réelle. Les présidents sont dans des plutocraties comme des PDG en fait, des PDG intérimaires d'un système qui dépasse leur pouvoir tout simplement. Et ce système est contrôlé par des multinationales et des réseaux discrets, des réseaux secrets. Du moins, les raisons qui font en sorte que ce serait compliqué pour Donald Trump. Le calcul des médias Canada, l'élection a été introduite par les États-Unis, le Canada et la Suisse selon les calculs des médias russes. Et aujourd'hui, je suis tombée sur un article écrit par Washington Post qui disait que l'ancien président américain Joe Biden, il introduisait régulièrement les sanctions anti-russes après le début de l'opération militaire spéciale, mais son successeur Donald Trump n'a pas introduit aucune sanction lors de son second mandat. Aussi, voilà, on signe assez optimiste en ce qui concerne les sanctions anti-russes. Merci à vous. Ok, on note. Au moins Trump n'a pas rajouté. Du moins, il n'a pas rajouté directement. Parce que le fait de pousser l'Europe à sanctionner, ce sont des rajouts indirects. Évidemment, il se dédouane, c'est très utile. Il sert encore plus la selle de l'Europe, c'est très utile. Et de l'autre côté, il nuit un peu plus à la Russie. Donc, c'est très utile. Parfait à tous les niveaux. Excellente stratégie. Merci à vous, Daria, pour toutes ces précisions sur ce 19e paquet de sanctions contre la Russie qui a été présenté par la Commission européenne. Merci une fois de plus.